BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Au sommaire des pionniers, cette semaine, nous recevons dans le tête-à-tête l'un des papes de l'écosystème des startups en France. Amoureux du capital risque depuis 25 ans, il a connu les hauts et les bas, il a traversé la bulle Internet, il a créé le premier fonds d'investissement par et pour les entrepreneurs qui s'appelle Isaïe. Il a également cofondé France Digital, la première association de startups qui aligne les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs. Il a été le porte-parole du mouvement des pigeons. On verra tout cela qui a justement mis l'entrepreneuriat sous les projecteurs en France. Nous recevrons Jean-David Chamboredon. Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Héloïse Fontaine, elle est ingénieure en R&D et présidente de Step One qui nous propose des produits d'hygiène et de beauté en poudre. Et puis Samy Yacoubi, le cofondateur de Space Sense, une start-up spécialisée dans l'imagerie satellite et l'IA. Et puis en dernière partie d'émission, c'est Fred qui vous répondra à toutes vos questions dans la rubrique Fred vous répond. Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Jean-David Chamboredon. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Jean-David Chamboredon. Bonjour Jean-David. Salut Fred. Salut Jean-David. Alors, tu as été ingénieur avant d'être investisseur et puis tu as découvert le capital risque et c'est devenu une passion. Tu as cofondé Isaïe, le premier fonds d'investissement créé par et pour des entrepreneurs. Tu es soucieux, tu as toujours été soucieux du retard de la France sur le soutien à l'innovation et l'entrepreneuriat. Tu as aussi cofondé du coup l'association France Digital. Et aujourd'hui, si l'écosystème tech lève 10 fois plus d'argent qu'il y a 10 ans chaque année, eh bien, tu n'y es pas pour rien. Alors, tu connais le principe de l'émission. Ce que l'on fait, c'est qu'on reprend ton parcours, mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur tout ce parcours-là. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie pour venir compléter nos propos. Et on va commencer tout de suite. Alors c'est parti, tu es né en 1963 et tu as grandi principalement à Versailles. À l'école, tu étais bon en maths. Qu'est-ce que tu te voyais faire comme métier en fait au départ ? Écoute, je pense assez longtemps être architecte ou cinéaste. Et puis comme j'étais bon en maths, on m'a dit fais ce qui te permettra de choisir plus tard. Tu pourras choisir plus tard, quoi. Ouais. Et puis je me suis retrouvé comme ça à faire le bac C, prépa, maths sup, maths spé, Polytechnique. Voilà, tu es parti, donc tu as fait toute la série. Mais j'étais très tenté par les métiers créatifs. Et puis finalement, c'est pas ce que j'ai fait. Mais j'aurais adoré faire du cinéma ou de l'architecture. Ouais, tu as fait une autre forme d'art, on va dire. Tu as soutenu aussi beaucoup de gens qui sont très innovants. Donc exactement. C'est on peut dire que le métier de capital risqueur, ça ressemble au métier de producteur de cinéma. Hein, ouais. On met de l'argent sur un projet et puis on espère que ça va être un beau projet qui va réussir. Et alors justement, en sortant de Polytechnique, tu as fait quoi exactement ? Alors, je suis sorti de Polytechnique, la France était dans le premier septennat de Mitterrand. Elle était globalement, comment on dit, elle avait été, je cherche le mot, pas privatisée, le contraire de privatisée, elle avait été, je ne sais pas comment on dit, nationalisée. Et je n'avais pas très envie d'être fonctionnaire, et donc je suis rentré à Subtélécom sans avoir de pré-contrat avec ni l'État ni l'entreprise publique. J'ai, avec la junior entreprise, fait de l'informatique parce que c'était un peu alimentaire, il fallait que je me nourrisse. Que puis je suis tombé un peu amoureux de l'informatique, il faut dire. C'était un petit peu pas comme les autres en fait, parce que c'était vraiment pas le chemin. J'avais envie d'être un peu. Ouais, j'avais toujours eu l'envie de faire des choses un petit peu différentes. Et l'informatique, c'était vraiment pas du tout à la mode. En 85, à Polytechnique, l'informatique. Et donc, avec la junior entreprise, j'ai découvert l'informatique. Et puis finalement, au bout d'un an, j'ai rencontré une boîte qui maintenant est une grosse boîte, mais qui s'appelait Capsogeti à l'époque, ou Capgemini Sogeti, et qui m'ont proposé de racheter ma pantoufle. Donc j'ai remboursé l'État pour la formation que j'avais connue à Polytechnique, et de devenir informaticien. Et donc je suis rentré, ils m'ont demandé de m'engager pour 4 ans, et je suis resté 12 ans chez eux. Donc finalement, ils ont fait un bon deal. Et voilà, et donc j'ai démarré ma vie professionnelle en 86 dans l'informatique. Alors l'informatique, c'est super, hein, parce que tu peux bosser un petit peu quand tu veux, y compris même la nuit. Mais alors, qu'est-ce que tu fais concrètement chez Capgemini ? Au début, je suis un développeur. Très vite, je deviens chef de projet. Voilà. Et puis, oui, alors là, je suis déjà un peu chef avec la cravate et tout ça. J'ai été un des plus jeunes directeurs de business unit de Capgemini, parce que très vite,
J'ai adoré diriger des équipes, convaincre des clients, vendre des projets, etc. Et puis j'ai eu la chance, et ça a été un tournant dans ma carrière, de proposer en 96 à Cap de monter une présence dans la Silicon Valley. Et mon patron de l'époque, le patron du secteur télécom et médias, m'a dit « OK, on y va ». Et j'ai monté ce qui s'est appelé le Capgemini Télémédia Lab, juste au nord de Palo Alto. Alors, c'était quoi le but? Comment tu as fait pour les convaincre? Alors, je l'ai convaincu en lui disant qu'on va trouver des grands partenaires, des partenaires petits ou grands d'ailleurs, qui vont nous aider à mieux appréhender Internet, parce que la raison de monter ce lab, c'était vraiment l'Internet, qui était quelque chose qui allait bouleverser, et on l'a vu depuis, beaucoup d'économies, beaucoup de secteurs, et notamment le secteur des télécoms, pour lequel je travaillais. Et puis, je l'ai convaincu parce que je lui ai dit, écoute, on va trouver du business sur place, et puis très vite, ma petite entité en Californie, elle va être profitable, ou en tout cas, elle va être break-even. Donc, ça ne coûtera rien, mais on aura la présence en Californie et le lien avec des grands acteurs comme Cisco, comme Sun, comme HP, mais aussi avec des startups qui vont nous permettre de proposer à nos grands clients européens des solutions innovantes. Et d'ailleurs, un de mes grands clients de l'époque, un des grands clients, c'était France Télécom, qui ne s'appelait pas encore Orange. Et le monsieur en charge de tout ce qui était multimédia, il s'appelait Nicolas Dufourc. Donc, oui, qui dirige aujourd'hui la BPI. Et on s'est retrouvés 10 ans plus tard, lorsqu'il était... Tu te souviens de ton premier contact avec Internet? Parce qu'on avait déjà le Minitel, et donc là, en gros... Oui, alors Cap avait comme client, France Télécom était un gros client, donc le Minitel avait été un gros business pour Capgemini, qui avait fait le réseau Transpac, qui avait fait beaucoup de choses, la nuit électronique avait été fait par Capgemini, etc. Donc on connaissait très très bien le multimédia. Et on suivait ce que voulait faire France Télécom, mais en même temps, France Télécom était très prudent sur l'Internet au début. Ils n'en voulaient pas trop parce qu'ils disaient, bon, ça va des Américains. Et puis, en termes de réseau, le réseau Internet, il est extrêmement flexible, mais il n'est pas très performant. Donc, à l'époque, il y avait une guerre entre les gens qui voulaient de l'ATM, donc un réseau synchrone, versus les gens qui voulaient de l'Internet. Est-ce que tu crois que, comme ce qu'on dit, par exemple, le fait qu'on avait le Minitel, ça nous a ralenti sur Internet? D'une certaine façon, un peu, oui. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas jeter... le côté Internet peut être finalement le réseau des réseaux. France Télécom a mis un certain temps à l'accepter, à cause sans doute du Minitel ou d'une culture d'ingénieur un peu perfectionniste sur la partie réseau. Alors, c'est au contact des startups, donc des pépites américaines que tu étais censé aller chercher justement pour Capgemini, que tu découvres le monde des VC. Oui, parce qu'en fait, je rencontre une start-up, je rencontrais des startups, et une des startups avec lesquelles on travaillait, qui faisait ce qu'on appelait du Customer Care and Billing, donc de la facturation et du service client pour les utilisateurs de l'Internet. Cette start-up a eu un très grand succès en Europe grâce à Capgemini. On a été déployé dans pas mal d'Internet Service Providers, comme en France, Wadadoo ou Club Internet. Mais partout en Europe, on avait réussi à déployer la solution. Et donc, des venture capitalistes sont venus me voir en disant il paraît que vous permettez à des startups américaines de se déployer en Europe avec Capgemini, ça m'intéresse. Ça m'a permis de voir beaucoup de startups, mais ça m'a permis aussi de rencontrer ceux qui maintenant sont mes confrères, qui faisaient ce métier. Et je dois avouer qu'en les rencontrant, je me suis dit c'est un sacré métier, c'est sympa, il faut miser sur des technos nouvelles, sur des équipes, il faut aider les boîtes à trouver une stratégie pour aller sur le marché, etc. Et je me suis dit, si un jour je peux être capital risqueur, dis donc, ça me plairait bien. Et puis c'est arrivé, la vie est comme ça. J'ai été appelé par un chasseur de tête qui recherchait pour Groupe Arnaud, donc le family office de Bernard Arnault, un directeur de la technologie dans une holding d'investissement qui s'appellera EuropaTweb. Et j'ai rejoint le monde de l'investissement comme ça, avec une casquette de techie. Mais parce que là, tu étais français, techie, tu connaissais Silicon Valley, un petit peu le milieu de l'investissement, donc tu étais extrêmement attractif. Pour être le directeur technologique d'EuropaTweb, j'étais parfait, quoi. Je savais coder, je connaissais la Californie, je connaissais l'Internet, je connaissais le capital risque un petit peu. Par contre, je n'étais pas du tout un financier, je ne connaissais pas du tout le monde de l'investissement. Voilà, donc tu rentres en tant que CTO, donc directeur technique, mais là, assez vite, comme c'est une petite équipe... Voilà, en fait, au moment de l'éclatement de la bulle, il y a beaucoup de gens qui repartent. Puis moi, je reste. Et puis, en restant, comme c'était dans le monde de l'investissement, je suis devenu investisseur en restant dans le monde de l'investissement, tout simplement. Il faut dire aussi que le capital risque, ce n'est pas compliqué du point de vue technique financier, et que donc un ingénieur avec la tête à peu près bien faite, il peut devenir capital risqueur. Ce n'est pas l'ingénierie financière qui va l'en empêcher. Et donc, tu continues après EuropaTweb chez Viventure, puis ensuite chez 3i en France, et tu apprends donc encore plus de facettes du métier d'investisseur. Est-ce que tu peux nous faire, sans que ce soit un cours très très long, mais enfin une petite vue hélicoptère des différents mécanismes qui existent pour financer une start-up ? Pour financer une start-up ou pour financer une entreprise ?
Pour financer une entreprise, bon, déjà, commencer par la différence entre le capital risque et la dette. Voilà. Oui, d'accord. Alors, effectivement, le grand principe du capital risque, c'est que le capital risque, c'est de l'argent frais en capital qui est investi dans une entreprise sous forme d'augmentation de capital pour financer des pertes. Et c'est, pour le cas des startups qui perdent de l'argent, la seule solution réellement pour se financer. Puisqu'une banque, elle ne prête pas de l'argent à une société qui ne gagne rien. À une société qui n'a pas de fonds propres et qui perd de l'argent. Donc globalement, le capital risque est une des pratiques du capital investissement très particulière qui consiste à financer des pertes avec du capital. Alors pourquoi est-ce que des gens prennent ce risque idiot, absurde de mettre du capital dans des entreprises qui perdent de l'argent? C'est parce qu'il y a une promesse derrière cet investissement d'une croissance tellement forte que la valeur qui va être créée, même si elle est très risquée, puisque par définition, une entreprise qui perd de l'argent et qui démarre, elle peut très bien mourir quelques mois, quelques années plus tard. Mais celles qui vont réussir, celles qui vont émerger, ceux qui vont prendre des postes de leader, ont des valeurs telles que dans ces cas-là, le capital risqueur gagne beaucoup d'argent. Donc, si je dois caricaturer, le banquier, il prête très souvent à des entreprises qui ne sont pas risquées, avec une rémunération finalement assez faible qu'est le taux d'intérêt. Le capital risqueur, il investit très peu souvent, en prenant un risque maximal, mais en espérant, quand ça marche, gagner beaucoup. Donc c'est très différent. Et c'est deux façons très différentes de financer les entreprises. Oui, parce qu'il y a un côté en plus statistique beaucoup plus fort, un risque beaucoup plus fort, et donc une probabilité de perdre quasiment tout l'argent qu'on a mis sur une société beaucoup plus fort que lorsqu'une banque s'adresse à une société qui a déjà un modèle qui tourne, qui va peut-être pouvoir... si une banque vous prête de l'argent à 3% ou 4% ou 5%, il ne faut pas qu'elle ait plus de 5% de cas qui ne marchent pas, puisque sinon elle va perdre de l'argent forcément. En capital risque, vous avez au moins, je dirais, un cas sur 4 qui ne marche pas. Quand vous êtes bon, et peut-être 4 cas sur 10 quand vous êtes un peu moins bon, donc, ou quand vous prenez plus de risques. Donc on n'est clairement pas dans les mêmes ordres de grandeur de taux de défaut ou de taux d'échec. Et quels sont les deals qui ont marqué ton passage, notamment chez 3i ou même avant Je crois que les deals qui ont eu le plus d'importance pour moi dans ma carrière, c'est Price Minister, dans lequel j'ai investi fin 2003, début 2004, ou fin 2004 plutôt, et qui fait que j'ai lancé Isaïe ensuite avec Pierre Kosciusko-Morizet. Sologer.com, qui était une opération un peu plus late stage, où on a fait une entrée en bourse, avec une très belle entreprise qui avait une position de leader incontesté sur le marché de l'immobilier en France. Blablacar, que tu connais un peu, qui a été le premier deal de Isaïe. Oui, ça c'était après. Donc, voilà. Du coup, et puis ensuite, on a pas mal de belles histoires à raconter avec les entrepreneurs d'Isaïe. Je pense à Sticky Ads, 360, Malte, 360 Learning, pardon, Malte, Datadome, etc. Je pense qu'on va en parler parce qu'on va parler d'Isaïe juste après. Mais alors donc, suite à 3i, alors en 2008, c'est la crise économique quand même, la faillite de Lehman Brothers qui s'est vue, qui impacte un petit peu tous les acteurs de la finance. Tu es toi-même impacté puisque 3i amène Menlo Park en Californie ferme. Ouais. Et donc là... Il m'avait envoyé, les Anglais m'avaient envoyé un Français diriger le bureau de Menlo Park, parce que je connaissais un peu la Silicon Valley, parce que Anglais et Américains, on pense qu'ils sont pareils, en fait, ils ne sont pas du tout pareils. Et donc, le Français que j'étais était censé faire le lien entre les Anglais et les Américains, ce qui était assez amusant. J'étais très fier, en tout cas, d'être nommé pour faire ça. Et malheureusement, la faillite de Lehman a fait que je n'ai pas pu le faire, et qu'on a fermé le bureau, et que je me suis retrouvé, entre guillemets, sans job, enfin, en tout cas dans une entreprise où la stratégie de l'entreprise et mon rôle étaient, on va dire, pas cohérents. Et juste après, tu renoues avec les entrepreneurs que tu as financés, dont notamment Pierre Kosciusko-Morizet, et tu te lances dans le projet Isaïe en 2009, Stéphanie. Effectivement, Isaïe rassemble plus de 300 entrepreneurs de la tech, rejoints ensuite par des family office et des investisseurs institutionnels. Le fonds est lancé officiellement le 15 avril 2010. Vous parvenez à lever 18 millions d'euros, ce qui dépasse largement vos attentes, parce que vous vous attendiez à 15 millions. Dans la foulée, vous obtenez l'agrément de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et votre premier investissement, vous l'avez dit, il sera pour covoiturage.fr. Devenu Blablacar, lors d'un tour de table d'1,2 million d'euros, ce qui vous a plutôt réussi à tous les deux. Tout cela est exact. Alors, c'est notre belle histoire commune, mais du coup, avant de pouvoir justement lancer un fonds comme ça, comment tu fais? Tu vas chercher l'argent où? Alors là, spécifiquement pour le concept d'Isaïe, dont je n'étais pas le papa, c'est le concept d'Isaïe. Moi, je l'ai plutôt mis en musique, mais il préexistait à mon arrivée dans l'histoire d'Isaïe.
c'était vraiment de grouper des entrepreneurs qui avaient réussi, qui avaient gagné un peu d'argent, et de leur dire on va mettre ensemble notre argent et on va investir dans des nouveaux projets, dans la nouvelle génération d'entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on a été nommé le premier fonds d'entrepreneurs français. Et le premier closing dont on parlait, là, dont parlait Stéphanie, c'est effectivement 18 millions ou 19 millions. En tout cas, aujourd'hui, ce serait un tour de table d'une boîte. Et nous, c'était le premier closing de notre premier fonds. Mais c'était, à l'époque, je crois en 2010, quasiment le seul closing de fonds de capital risque en France. Hors fonds fiscaux, donc hors les fonds FCPI levés par les banques et les assureurs. On était, je crois, parce que c'était vraiment morne pleine, 2009 dans la tech, on était, je crois, le seul fonds à lever cette année-là, parce qu'on avait levé auprès des entrepreneurs et non pas auprès des institutions. Alors donc un fonds, ça va lever des fonds d'un côté, ça se met en conformité avec à peu près tout. Tu peux nous expliquer en 3 mots ce qu'il y a, enfin peut-être un peu plus, ce qu'il y a dans un agrément AMF? Ça sert à quoi? Un agrément AMF, ça autorise à gérer de l'argent pour compte de tiers. D'accord ? Donc, parce que le principe d'une société de gestion, c'est qu'elle gère l'argent des autres et qu'elle l'investit pour leur compte. Elle n'investit pas son propre argent. Donc, on lève des fonds, c'est la levée de fonds, et puis ensuite, on investit dans des entreprises. Et donc, ce que l'AMF regarde, c'est auprès de qui on lève de l'argent. Donc, moi, je n'ai pas le droit, par exemple, de lever de l'argent auprès de Madame Michu. Je dois lever de l'argent auprès des gens qu'on peut appeler investisseurs avertis. Donc, qui savent qu'ils peuvent tout perdre. Voilà, des entrepreneurs qui savent ce que c'est, qui ont un patrimoine, qui ne mettent pas tout leur patrimoine chez moi, enfin, etc. etc. Donc, elle regarde auprès de qui on regarde. Elle regarde comment on investit. Elle regarde comment on est capable de prouver qu'on possède bien les actifs dans lesquels on a investi. Donc, on a un dépositaire qui dit, voilà, Isaïe possède le fonds Isaïe numéro truc, il possède tant d'actions dans Blablacar. Et c'est inscrit chez un dépositaire. Et puis, il regarde toutes les procédures de décision d'investissement. Est-ce que, typiquement, je n'ai pas le droit de faire une décision tout seul? Il y a la décision des 4 yeux dans le modèle AMF. Il faut forcément avoir au moins 2 gérants qui décident. Pourquoi? Parce que si un jour j'étais bourré, il ne faudrait pas que je fasse une décision sous l'effet de l'alcool. Et donc, forcément, il faut que j'ai un de mes associés confirme la décision que j'ai faite, etc. Donc, c'est très réglementé. C'est de plus en plus réglementé, d'ailleurs. Et le but, c'est vraiment de protéger l'argent, enfin, les gens qui mettent de l'argent dans le capital investissement et qui font confiance à des gérants comme moi. C'est quoi les étapes ou les paramètres importants pour toi pour investir et suivre une société, une jeune équipe, généralement des petites startups? Pour moi, il y a 3 choses. Souvent, la troisième, sur laquelle je veux venir, est la moins regardée. La première, c'est évidemment l'équipe. Et si tu demandes à n'importe quel confrère quels sont les critères de succès, les boîtes où tu as raté, les boîtes à réussi, ils te disent l'équipe. Bon, le grand truc, c'est de dire, avec une équipe moyenne, une très bonne équipe, un projet moyen, tu peux faire quelque chose de très bien. Une équipe moyenne et un projet très beau, tu as des chances de ne pas y arriver. Donc l'équipe est vraiment très importante. Parce que c'est compliqué, tu le sais, de faire émerger un champion dans une industrie comme la tech qui est très compétitive. Le deuxième sujet, c'est les business models. Nous, on est très sensibles chez Isaïe aux business models et on investit dans des business models qu'on connaît. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a investi dans Blablacar. C'est parce que le C2C marketplace, on l'avait fait avec MyPriceMinister et c'est important de bien comprendre les business models. Et le troisième sujet, sans doute souvent sous-estimé, c'est le timing. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que c'est pas trop tard? Trop tôt, tu attends que le marché se révèle et ça peut coûter beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Trop tard, il y a peut-être plein de compétiteurs, plein de compétitions et c'est trop tard aussi pour prendre le marché. Donc, le timing est super important. Bon, donc l'équipe, déjà, ouais. le marché, le modèle économique et le moment. Et le timing, oui. C'est qu'il y a une très belle citation de Victor Hugo que j'adore qui dit que rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Voilà. Et en fait, ça dit bien que les idées sont là et qu'elles ont leur moment et que c'est le moment où il faut les développer. Aujourd'hui, Isaïe, c'est une vraie réussite. Il y a combien de fonds c'est et combien sous gestion aujourd'hui? On approche les 600 millions sous gestion. Donc, tu vois, tu as comparé aux 18 ou 19 millions du début. Et j'espère qu'on passera le milliard l'année prochaine ou l'année d'après, quoi. En 2012, tu pointes du doigt le retard de la France dans l'investissement dans les startups et tu crées donc France Digital. France Digital, association indépendante qui réunit start-up et investisseurs pour défendre l'innovation en France et en Europe. Elle est créée au printemps 2012, au moment où est discutée la loi de finances. Le gouvernement de François Hollande entend alors taxer à plus de 60% les plus-values de cession. Pour vous, c'est un arrêt de mort pour le secteur. En septembre 2012, le jour de la publication du premier projet de loi, vous publiez une tribune, un cri du cœur, un coup de sang, qui résonne en fait dans tout l'écosystème. Très vite, investisseurs et entrepreneurs affichent leur colère
sur les réseaux sociaux grâce au hashtag Jompi. Ils affichent leur colère évidemment. Une page Facebook est créée. Le mouvement spontané des pigeons grossit de jour en jour. Vous en êtes le porte-parole et vous parvenez à faire reculer le gouvernement. Oui. Alors tout ça a été inopiné et non fomenté. Hein. Oui. Mais c'est vrai que le fait de ne pas comprendre l'économie dont on parlait tout à l'heure, qui était le fait de financer des entreprises, financer en capital des entreprises par les pertes, donc prendre des risques très importants. Si on vous dit que vous allez être taxé à 60%, alors vous avez une chance sur 2 ou 4 chances sur 10 de tout perdre, évidemment, oui, vous n'allez plus le faire. Voilà. Et donc, moi, quand ce projet a été annoncé, alors même s'il était cohérent avec ce qui avait été annoncé dans la campagne de François Hollande, je dis, c'est pas possible que vous le fassiez pour les startups. Parce que vous allez tuer le monde des startups. Quoi. Oui, et plus personne ne voudra investir, plus personne ne voudra même entreprendre. Ou alors tout le monde ira entreprendre ailleurs et investir ailleurs. Et donc voilà. Et donc finalement, j'ai lancé cette tribune un petit peu dont je ne pensais pas qu'elle aurait le succès qu'elle a eu. Hein. Je pensais très clairement qu'elle aurait un petit succès d'estime avec quelques copains qui m'auraient dit bravo, belle tribune, machin. En fait, ça a vraiment submergé Twitter et Facebook. Ça a lancé le mouvement des pigeons. Ouais. Ça a lancé le mouvement des pigeons. Les gens qui avaient lancé la page Facebook des pigeons m'ont dit t'es le meilleur pour un autre porte-parole, puisque c'est à cause de toi qu'on a fait la page des pigeons. Donc je suis devenu le porte-parole des pigeons. Et effectivement, 6 mois plus tard, alors, lors d'une cérémonie à l'Élysée qui s'appelait la conclusion des assises de l'entrepreneuriat, François Hollande a annoncé qu'il y aurait un régime très, très spécial pour les jeunes entreprises, avec une fiscalité très, très améliorée, avec des abattements majorés. Et que même ce qui avait été voté en 2012 pour 2013 serait voté fin 2013 rétroactivement, de façon à ce que même les gens qui avaient éventuellement vendu leur entreprise en 2013 ne soient pas pénalisés. Et ce régime, aujourd'hui, continue à exister pour les gens qui ont créé leur entreprise qui ont acheté des actions, souscrit des actions d'une entreprise entre 2012 et 2019 ou 20. Et il est extrêmement favorable. En tout cas, il n'est pas désincitatif, c'est-à-dire que je peux investir en tant que business angel dans une start-up, je peux entreprendre en France en tant qu'entrepreneur et je ne serai pas, on va dire, taxé de façon un petit peu, comment on dit, quand on taxe trop, confiscatoire. Voilà. Confiscatoire. Alors donc on voit ici justement la couverture du livre qui a suivi, qui s'appelle Génération Pigeon, pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette période-là. Donc ça a été clairement une belle première victoire, on va dire aussi, pour France Digital, qui s'affirmait comme un interlocuteur sérieux, fiable et avec les bons arguments sur son secteur et qui a apporté beaucoup de choses dans les décisions qui ont été prises. Justement, qu'est-ce que l'association France Digital, pour toi, a réussi ensuite? Donc là, on voit quelques photos de réunions de France Digital à l'Élysée ou ailleurs. Qu'est-ce que France Digital a apporté au paysage? On a réussi à faire parler l'écosystème de la tech avec ses particularités. La particularité de la tech, c'est financement en capital avec des entreprises en perte, hypercroissance, chômage que j'appelle le chômage négatif, c'est-à-dire pénurie de talent, et compétition mondiale. Et ce secteur-là, on est quasiment le seul à avoir ces 4 caractéristiques en France, et on a réussi à le représenter en ayant toutes les parties prenantes, puisqu'on avait les bailleurs de fonds, les investisseurs, et puis les entrepreneurs dans la même association. Oui, parce que c'est ça la grande particularité de la grande particularité. Ça a été une bonne idée de le faire. On l'avait discuté avec Marie, je crois que tu as reçu il y a quelques semaines. On avait décidé, on a dit, si on n'est qu'une vingtaine de VC parisiens à faire une association, on ne sera pas très puissant. Si on a derrière nous toutes les boîtes dans lesquelles on met de l'argent et tous les entrepreneurs qu'on back en leur montrant qu'on leur fait confiance, en investissant de l'argent chez eux, on va être beaucoup plus puissant. Et puis, il n'y aura pas cette vision un peu manichéenne que peuvent avoir les politiques, du genre, il y a le gentil entrepreneur et le méchant investisseur. Là, on est tous ensemble et on a 97% rassemble entrepreneurs et investisseurs en même temps. Alors justement, eh bien pour conclure, on a une question surprise pour toi de la part de Marie Eklund, qui a cofondé France Digital avec toi. Allô Jean-David, je profite de l'occasion que Fred me donne de te poser une question qui m'intéresse, de savoir finalement qu'est-ce qui, après toutes ces années à être un investisseur et à accompagner les entrepreneurs, fait que tu aimes toujours autant ce métier, qui fait que tu es encore passionné. C'est quoi les moments forts en fait au quotidien qui te font continuer à l'aimer? Et aussi, qu'est-ce qui fait que quels sont un peu tes critères de sélection des entrepreneurs? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui résonnent, qui font que tu arrives aussi derrière à tisser des liens aussi forts avec des entrepreneurs comme Pierre Kosciusko-Morizet ou Fred, justement. Merci.
Alors, les deux questions que pose Marie sont très liées, parce que je pense que ce qui fait qu'un capital risqueur comme moi se lève le matin, va au bureau et n'a jamais le blues et jamais l'idée de se dire je ne vais pas aller au bureau, c'est justement la relation que tu crées avec les entrepreneurs, avec les dirigeants d'entreprises dans lesquels tu investis. Et pourquoi? Parce que ces dirigeants, en général, sont des gens... Alors, ils sont tous différents. Il ne faut pas croire qu'il y a un robot. Le portrait robot de l'entrepreneur, pour moi, ça n'existe pas. Ou alors, à la limite, si c'était des robots, ils ne m'intéresseraient pas. Mais c'est des gens qui sont tous assez exceptionnels, très attachants, très intéressants, très spectaculaires, très extraordinaires. Et voilà. Et donc... accompagner pendant 5 ans, 10 ans des gens extraordinaires, devenir leurs conseillers, leurs amis, etc., c'est très intéressant, c'est passionnant. Et c'est surtout pour ça que je fais ce métier, que je continue à le faire, et que je n'ai pas envie d'arrêter à court terme, même si j'approche de la soixantaine. Voilà. Et d'ailleurs, pour répondre à la deuxième question de Marie, c'est souvent le sujet de l'investissement, c'est le patron et l'envie de bosser avec lui. Parce qu'en plus, ça dure longtemps. Enfin, voilà, tu suis une société... Moi, j'ai été actionnaire de PriceMister pendant 7 ans, au board pendant 7 ans. Je suis chez toi depuis 12 ans. Depuis 2010. Ouais, ça va faire 13 ans. Ça va faire 13 ans. Voilà, donc ça dure longtemps. Et se dire que je vais investir dans un gars avec qui je n'ai pas envie de le voir et que ça dure 13 ans, c'est un peu un supplice. Au contraire, si le type ou la jeune femme, je n'ai pas financé beaucoup de jeunes femmes, malheureusement, et quelqu'un qui t'a envie d'établir cette relation de long terme, c'est extrêmement plaisant. Et je pense que c'est vraiment le cœur de la décision d'investissement. Quand je parlais de l'équipe, c'est aussi d'avoir un leader à un moment donné qui a quelque chose de différent. Avec l'amélioration de l'écosystème, avec les accélérateurs, avec les incubateurs, etc., j'en suis arrivé à une conclusion, c'est que je voulais que les mecs soient moins bons que leur pitch, mais qu'ils soient différents. Parce que les vrais entrepreneurs, ils sont différents. Et ce n'est pas des robots, ce n'est pas des gens... Si un playbook existe et qu'il est disponible sur Internet, ce n'est plus une entreprise. Une entreprise, c'est plus une entreprise innovante. C'est une copie de quelque chose. Moi, j'aime les business nouveaux, les trucs... le covoiturage, quand j'ai fait le deal, pour revenir là-dessus, il y a des gens qui ont ricané. Ils disaient, tiens, Jean-David, tu lances ton petit fonds, là, donc forcément, tu fais un petit deal, machin. 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, tu étais la première licorne française. Donc, voilà, c'est ça, les belles histoires. Les relations humaines et les amitiés, ciment de la collaboration entre investisseurs et entrepreneurs. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-David, de nous avoir partagé tout cela, tout ce parcours, toutes ces émotions, tout le parcours de la French Tech et de notre écosystème dont on est aujourd'hui plutôt fiers. Merci beaucoup, Jean-David. Merci, Fred. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.